Ah bah c'est parti. Ok, bon, voilà. Bon, installez-vous, je suis en train de vous proposer une présentation de plusieurs mini-shows à la suite pour que nous puissions comprendre euh, quel est ce système monétaire énorme, global, dont nous sommes tous victimes finalement. Donc voilà, installez-vous, prenez votre temps, je reviens dans une minute ou deux pour vous présenter cette suite. Il y a 5 petits mini-shows et vous allez voir, on comprend beaucoup de choses après les avoir vus. A tout de suite. Ça va? Vous vous installez? Bon. Alors, nous sommes en Bretagne devant ce magnifique paysage du golfe du Morbihan. Voilà. Où est installée ma fille, qui est paludière avec son mari. Tout près d'ici, là. Sur la presqu'île de Sarzeau. Enfin bref, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc, nous allons voir un premier épisode de ce mini-show qui va vous présenter les événements que nos amis grecs ont subis ces derniers mois et qui sont parfaitement liés à la création monétaire et à l'endettement généralisé de tous les agents non bancaires. Vous allez voir pourquoi. Puis ensuite, nous verrons d'autres petits épisodes. Et le plus important, c'est le dernier de ces 5 épisodes, vous allez voir, celui qui nous parle des conséquences de ce système, parce que c'est ce système monétaire qui fait que nous avons la vie, que nous avons le monde que nous constatons. Donc, à tout de suite. Installez-vous, finissez bien de vous installer. Je reviens dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, tout le monde est là, on peut commencer. Bon, donc, premier épisode de ce mini-show. Que va-t-il se passer en Grèce? Que s'est-il passé en Grèce? Alors je vous propose de regarder, de visionner maintenant un mini-show que j'ai tourné au mois de juillet, avant le référendum, le fameux référendum qui a eu 62% de non à la proposition de la Troïka et qui pourtant n'a eu quasiment aucune importance. La démocratie, c'est terminé. Alors, je disais avant ce référendum que la Grèce allait de toute façon rester dans l'euro. Et j'explique pourquoi. Parce que l'euro, c'est un projet global, c'est un projet mondial dont on ne peut pas sortir en tant que pays. On ne peut en sortir, si on doit en sortir, que individuellement, en sous-main, en cachette presque, avec des systèmes parallèles. Mais ça, on en parlera à la toute fin, après la présentation. Donc, je vous laisse regarder ce premier épisode qui nous explique pourquoi la Grèce ne sortira jamais de l'euro. A tout de suite.
Un, deux, voilà, c'est parti. Bon, écoutez, voilà, moi, ça fait 10 jours que j'étudie ce qui se passe en Grèce. Évidemment, vous pensez bien que je suis ce dossier de très très près. Et donc voilà pourquoi est-ce que cette vidéo, pourquoi est-ce que ce mini-show s'appelle « La Grèce ne sortira jamais de l'euro ». Eh ben voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est pas compliqué. Et une des raisons, la raison principale, vous allez voir, on va en parler à la toute fin de ce mini-show, elle est colossale, elle est colossale. Alors, bon, d'abord, la première raison pour laquelle la Grèce ne sortira jamais de l'euro, ben c'est parce que l'Europe et donc la monnaie unique, c'est un projet global, c'est un projet mondial. L'Europe, il suffit d'écouter les discours et les conférences de Jacques Attali pour bien comprendre ça. L'Europe, c'est un énorme laboratoire qui permet à l'émergence d'un gouvernement mondial de faire un essai, de voir ce qui se passe. Si ça fonctionne en Europe, et je vais vous expliquer ce que c'est que si ça fonctionne en Europe, ça va fonctionner pour un gouvernement mondial. Ça, c'est une affaire de pouvoir, de globalisation de l'État, de globalisation de l'endettement généralisé des agents non bancaires par le secteur bancaire, le secteur financier, avec l'aide du secteur politique. Et donc c'est le pouvoir du privé, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'investissement, le pouvoir tout simplement de créer le futur que l'on désire à la place de ceux qui auraient envie de décider, à la place des populations, à la place des humains. Voilà. Le fait on va le voir tout au long de ce mini-show, le fait de créer la monnaie, d'attribuer du crédit à telle ou telle chose plutôt qu'à telle ou telle autre chose, c'est le choix du futur commun des gens qui subissent cette domination monétaire. Et donc celui qui décide où va le crédit et où ne va pas le crédit, c'est-à-dire où va la monnaie et où ne va pas la monnaie, c'est ça le souverain, c'est ça le souverain. Et en ce moment, comme nous a dit plein de fois Bernard Maris, le souverain, en ce moment, le roi, pardon, c'est pas Bernard Maris, c'est Gaël Giraud qui nous dit ça. Gaël Giraud, un des rares économistes français qui ose parler de la création monétaire par le crédit. Gaël Giraud nous dit, le roi, en ce moment, ce sont les banques, c'est le secteur bancaire, voilà. Donc il y a un projet global de manipulation, de domination sur l'ensemble des populations du monde. Et donc là, au lieu d'avoir des dominations pays par pays en Europe, eh bien le but c'est d'arriver à une domination pyramidale sur 330 millions de personnes d'un seul coup. Et donc de pouvoir endetter 330 millions de personnes et de décider du futur de ces 330 millions de personnes au niveau supérieur d'un gouvernement européen, puis après d'un gouvernement mondial. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'euro c'est un piège. C'est un piège magnifique, c'est un outil de pouvoir, de supériorité, de chantage infini. Pourquoi ? Parce que quand c'est vous qui créez la monnaie, qui apportez le crédit pour financer des choses dans un pays, c'est vous qui avez le droit de décider ce qui va être fait, ce qui va être pas fait. Regardez ça. Regardez ça, c'est le papier que Tsipras et Varoufakis ont envoyé à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et au Fonds monétaire international. Et regardez, c'est corrigé en rouge. C'est corrigé en rouge. C'est vraiment la domination du maître sur ses élèves. C'est pour ça que Christine Lagarde peut se permettre de dire, voilà, il faut qu'on ait des discussions entre adultes. Mais pas du tout, c'est impossible, puisqu'ils sont infantilisés. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un moment extraordinaire où Jean-Claude Juncker est sorti d'une énième réunion avec Alexis Tsipras. Il a eu un geste extraordinaire. Moi, en tant que metteur en scène, ça saute aux yeux, le rapport entre ces deux hommes. Jean-Claude Juncker, le patron de la Commission européenne, a donné 3 petites tapes comme ça sur la joue à Alexis Tsipras, qui a rigolé, C'est un rapport de professeur à élève, c'est un rapport de domination, c'est un rapport de « Ah, tu voulais me faire des blagues, mais t'as vu, t'as pas réussi à m'avoir ». Et les blagues, elles sont là. Les Grecs, dans leur texte, disent, voilà, par exemple, il faut réduire le taux de TVA, on va mettre un taux de TVA à 23% partout, voilà, ça ils sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, mais on met un taux réduit à 13% pour la nourriture de base. Et là, ils ont corrigé, ils ont mis non pas sur la nourriture de base, seulement sur l'alimentation non préparée, l'alimentation brute si vous voulez.
Et donc c'est un petit détail, voilà. On va mettre la TVA à 13% sur... Alors ils avaient mis sur les restaurants et les hôtels. Et là, la Commission européenne a rayé les restaurants. Donc on va voir que ce sont des points de détail, mais qu'en réalité... les politiciens grecs et les Européens et la Troïka sont parfaitement d'accord sur les plus grands principes. Et on va voir pourquoi. Et donc, l'euro, c'est un piège qui permet d'exercer une domination sur des populations souveraines qui ne sont plus souveraines en leur disant voilà, non, 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 c'est moi qui donne le fric, donc c'est moi qui décide, c'est moi qui donne le pognon, donc c'est moi qui ai la décision finale. Et toi, tu te tais, tu fais tes petites blagues si tu veux, mais c'est moi le patron. Voilà, c'est ça le rapport de force. C'est un rapport de force énorme qui permet par le chantage de dire bon bah on coupe les retraites par exemple. En ce moment, il y a 4,5 millions de chômeurs en Grèce. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une augmentation de 160% sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que pas loin de la moitié de la population est au chômage. Les chômeurs touchent 360 € par mois pendant 12 mois et après plus rien. Les retraites moyennes c'est 700 €, donc tout le monde vit un petit peu au crochet des retraités, il n'y a plus que ça qui tient le coup et c'est ça que la Commission européenne veut encore serrer, fermer le robinet. Donc évidemment ce rapport de pouvoir là, c'est impossible d'y échapper puisque les Grecs ne peuvent pas reprendre leur souveraineté monétaire, ils ne peuvent pas se remettre à créer des drachmes. Ça voudrait dire que tout explose, et ça, il est hors de question. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Alors, il y a autre chose, c'est que l'endettement de la Grèce, il a servi à quoi ? Il a servi, comme dans beaucoup de pays sous-développés, à financer des achats dans les pays occidentaux, notamment des achats d'armes. Du coup, l'endettement des Grecs, il a servi à permettre aux Grecs d'avoir le pouvoir d'achat créé à partir de rien, qui permettait aux Grecs d'acheter des produits au nord de l'Europe, d'acheter des produits aux exportateurs européens, entre autres à l'Allemagne. Et donc, le fait que les Allemands se retrouvent avec beaucoup d'épargne en dette grecque, ça signifie tout simplement que l'argent a été dépensé au profit des banques occidentales, des banques du Nord et des producteurs et des exportateurs du Nord. Donc du coup, ces titres de dette-là, ils méritent finalement en quelque sorte les intérêts que les Grecs sont soumis de payer. Donc c'est un cercle vicieux extraordinaire. Et donc c'est le même cercle vicieux que avec les pays sous-développés qu'on oblige à emprunter pour acheter des équipements aux pays occidentaux qui vont dans les pays installer des équipements et la monnaie revient dans les pays occidentaux. C'est un cercle d'enrichissement perpétuel. Alors évidemment, comment c'est possible ça ? C'est possible parce que il faut reconnaître une chose, c'est que notre ami Alexis Tsipras, il a quand même été se présenter aux Américains, il a quand même été à Washington, il a quand même été au Brookings Institute en janvier 2013 pour montrer patte blanche, pour dire je ne suis pas aussi dangereux que vous le pensez, je ne remettrai jamais en cause l'existence de l'euro et l'appartenance de la Grèce à l'eurozone, je ne remettrai jamais en cause l'appartenance de la Grèce à l'Europe. Et donc, il a démontré au tout-puissant FMI, au tout-puissant dirigeant des multinationales américaines, qu'en réalité, il était sans danger. Et que donc, il était intéressant pour l'Amérique, pour Washington et pour les rapports de domination entre Washington et l'Europe, il était intéressant de mettre dans ce petit pays quelqu'un qui avait l'air d'être d'extrême gauche, de manière à, comme nous avec Hollande, pouvoir faire passer des mesures complètement capitalistes, néolibérales, liées à la domination monétaire. Et donc c'est ce qui se passe. Alors il y a autre chose aussi bien sûr, c'est que quand en janvier 2013, Tsipras est allé montrer patte blanche aux États-Unis, évidemment, il s'est engagé à ne jamais remettre en cause l'Alliance Atlantique, à ne jamais remettre en cause l'OTAN. Ça veut dire qu'il s'engage à ne jamais remettre en cause des achats d'armes aux pays occidentaux, par exemple, et à ne jamais remettre en cause son alliance indestructible avec Washington et avec l'Europe. Et donc,
contre la Russie. Donc les discussions qu'il a eues avec Poutine n'ont pas dû être faciles. C'est un petit peu, à mon avis, surtout des rapports comme ça qui lui permettent de mettre un petit peu légèrement la pression sur les autorités européennes, mais rien de plus, rien de plus. Pourquoi est-ce que la Grèce ne sortira jamais de l'euro ? Parce que tout le monde est d'accord pour que la Grèce reste dans l'euro. Tsipras et Varoufakis sont d'accord pour que la Grèce reste dans l'euro. Évidemment, les autorités européennes sont tout à fait d'accord pour que la Grèce reste dans l'euro et qu'on puisse continuer à prélever les taxes et les impôts qui vont nourrir les intérêts de la dette émise à partir de rien, qui circulent chez les épargnants de l'Allemagne et des pays riches européens. Donc évidemment, les deux parties qui semblent opposées sont d'accord sur l'essentiel. On ne touche pas au système de domination. Et si on regarde, je l'ai ici, le long papier que Tsipras et Varoufakis ont proposé aux autorités européennes dans le dernier papier qui finalement a été refusé, qui a fait qu'ils vont voter dimanche, eh bien dans ce long papier, les Grecs sont d'accord sur la plupart des choses essentielles. Ils sont d'accord sur toutes les privatisations. Les privatisations des aéroports, la privatisation et la vente à des entités privées du port du Pirée, du port de... je ne sais plus, j'ai toute la liste ici, mais c'est hallucinant. Les Grecs sont parfaitement d'accord sur toutes les mesures de privatisation. Et donc ça, c'est une première chose. Ils sont parfaitement d'accord aussi sur la révision de la plupart des lois fiscales, de manière à rendre la fiscalité grecque beaucoup plus dure, à mettre en place des procédures de saisie-arrêt beaucoup plus efficaces. En gros, ils sont tout à fait d'accord pour faire le boulot de prédation sur leur propre population pour aller faire remonter les intérêts au secteur bancaire européen. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ça le boulot. Et ils sont tout à fait d'accord pour que les banques gardent tout à fait, totalement leur indépendance complète en tant que société privée. Ils ont pris des engagements dans les papiers qui ont été refusés, mais qui vont être acceptés forcément après le référendum, quelle que soit la réponse au référendum, évidemment. Les discussions vont reprendre, et puis voilà, si les Grecs ont dit oui, on accepte, bon bah alors là, direct, on accepte la dernière mouture des Européens, et puis si les Grecs disent non, bah, il y aura un petit peu de négociation encore, mais pour la forme, parce qu'ils sont d'accord vraiment sur l'essentiel, à savoir que on garde le système de création de dette, d'endettement généralisé de la population pour que la population paye en permanence de l'intérêt sur la monnaie qu'elle reçoit sous forme d'endettement, comme tout le monde, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme tout le monde. Tout le monde est obligé de se soumettre au secteur bancaire pour avoir de la monnaie. Nous sommes tous les États d'Europe sont dans la situation d'un ménage qui est obligé d'emprunter à l'extérieur pour avoir de la monnaie. Emprunter à qui ? Aux grosses banques. Qui crée de la monnaie à partir de rien pour endetter le pays, lui fournir de la monnaie et lui en redemander le double tous les 24 ans. Donc forcément que la dette est exponentielle. C'est impossible de la payer. Ce qui est intéressant, c'est pas de payer la dette. Ce qui est intéressant, c'est de payer les intérêts. C'est le plus gros budget de la plupart des pays européens. Alors évidemment, la dernière raison pour laquelle la Grèce ne sortira jamais de l'euro, c'est parce que, tout comme les organismes qui sont censés lutter contre l'endettement, je pense malheureusement à nos amis d'Attac, à nos amis du CADTM, je pense à tous ces gens qui essayent de prouver et qui prouvent que la dette est illégitime, eh bien Tsipras et Varoufakis ont pris les mêmes engagements, à savoir ne jamais aborder la source de la dette, ne jamais aborder l'émission primaire de la dette, non pas par des épargnants, non pas par des gens qui ont accumulé de l'épargne toute leur vie, ça ce serait des prêts, ça ce serait de l'épargne qui serait fournie à des gens qui ont besoin d'argent. Non, ça n'est pas comme ça que ça marche. Les banques
les grosses banques internationales créent du crédit à partir de rien, exactement comme vous quand vous empruntez de l'argent pour vous acheter une maison. La banque crée un crédit par 2 lignes d'écriture et vous fournit la monnaie dont vous avez besoin tout de suite pour que votre économie fonctionne. Et donc cette source primaire de l'endettement qui est monstrueusement illégitime, puisque ça n'est pas un transfert d'argent de quelqu'un qui a épargné vers quelqu'un qui veut emprunter, c'est une création d'argent qui n'existait pas avant et qui pourtant revendique la même morale que la dette de quelqu'un qui a prêté quelque chose qui existait. Donc ça, c'est le secret total. Ça, c'est le silence total. Vous n'entendrez jamais ni Jean-Claude Juncker, ni les dirigeants européens, ni malheureusement nos amis Tsipras et Varoufakis aborder ce sujet. Parce que ce sujet-là, c'est la bombe atomique. Et donc, aucun politicien n'en parlera jamais. C'est à nous de faire le boulot. Si nous voulons sortir de l'euro, c'est à nous de le faire. Individuellement. Dès que nous aurons les moyens informatiques, les moyens monétaires, les nouvelles monnaies qui sont en train de se créer, les nouveaux systèmes informatiques qui sont en train de se créer, où nous pourrons tenir nos comptes nous-mêmes, nous distribuer un revenu de base nous-mêmes, faire nos financements participatifs nous-mêmes, dès que nous aurons mis en place, et c'est pour les mois qui viennent, ces systèmes de comptes mutuels, eh bien nous pourrons, chacun de nous, instantanément, sortir de l'euro et arrêter d'accepter de l'euro pour nos transactions mutuelles. Arrêter d'acheter ou de louer des euros à un émetteur privilégié qui nous endette par ce moyen, qui nous oblige à travailler 2 fois plus par ce moyen, et nous pourrons échapper nous-mêmes individuellement à cette domination de l'euro. Voilà, c'est ce que nous allons faire dans les mois qui viennent. Ça va se faire petit à petit, ça va se faire sans violence, ça va se faire de manière très progressive, de manière à ce que pendant que le système s'écroule, faute de création monétaire, faute d'endettement, faute de pigeons pour louer de l'argent et en payer le double, eh bien pendant que le système très progressivement s'écroulera, nous, très progressivement, nous sortirons de l'euro chacun pour soi, chacun les uns après les autres, individuellement et bien sûr réciproquement. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt. À la semaine prochaine, on fera un petit bilan pour voir ce qui s'est passé en Grèce et pour voir que la Grèce ne sortira jamais de l'euro. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, donc vous avez vu, c'est quelque chose de très puissant. On s'attaque à un conglomérat global de puissance politique, de puissance militaire, de puissance économique et financière et monétaire. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et donc les gens qui s'attaquent à ça, comme CADTM, comme Attac par exemple, ce sont des groupes qui sont sincères, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne parlent pas de l'essentiel, qui ne parlent pas de la création initiale de l'endettement. Et donc ces groupes-là, vous allez le voir, à demi-mot, expliquent que, oui, effectivement, la dette, elle vient d'une création, elle vient, comment disent-ils ? Ah, nous allons écouter Éric Toussaint, vous allez voir, parce qu'il en parle pendant 30 secondes. Il a fait un rapport, ils ont fait un rapport sur l'enquête, sur la vérité, sur la dette grecque, mais il ne parle pas de l'essentiel. Mais bon, il en parle un tout petit peu pendant une phrase. Sur les 34 minutes de son rapport, il y a 34 secondes. Regardez-les. Le problème fondamental n'était pas un problème de dette publique, mais un problème de création d'une bulle spéculative de crédits privés octroyés par quelques grandes banques européennes, principalement françaises et allemandes, et par les banques privées grecques. Voilà, vous avez vu, c'est subtil, hein, il faut comprendre, hein, il faut saisir le double sens et le sous-entendu. Voilà, donc, comment ce système fonctionne-t-il ? Eh bien, le système monétaire de création de crédit, à partir de rien,
à coup nul, à coup nul, sans travailler, sans production, sans limite et sans payer un centime d'impôt. Ce système de création de monnaie permet de tout acquérir. Donc en réalité, c'est un aspirateur à richesse qui fonctionne très bien. Pour le comprendre, c'est pas compliqué. Il suffit d'imaginer ce qui se passerait s'il n'y avait plus de monnaie, s'il n'y avait plus rien. Il faudrait bien qu'il y ait un banquier qui arrive ou un État qui arrive et qui dise voilà, moi je crée de la monnaie, vendez-moi, travaillez pour moi et je vais vous payer avec ça. Moi pendant ce temps-là, je ne fais rien. C'est le travail du banquier. Regardez, en 1 minute chrono, je vous l'explique très rapidement. Et les mini-shows suivants, ça sera un petit peu plus stable, un petit peu plus paisible, une explication un petit peu plus profonde. Mais regardez déjà, en 30 minutes chrono, écoutez bien, attention, soyez attentifs, regardez bien comment ça fonctionne. Attention, c'est parti. Le secret de la monnaie en 1 minute chrono. Attention, top départ. Imaginez un monde où il n'y a plus de pièces, plus de billets, plus d'argent sur les comptes, plus de comptes en banque, plus de banque, plus rien. Comment on fait pour démarrer? Eh bien, je suis le premier banquier et j'ouvre la première banque. Et vous, vous êtes mon premier client. Vous venez ouvrir le premier compte en banque que j'initialise bien entendu à 0. Alors, comment allez-vous faire pour alimenter ce premier compte? Eh bien, vous avez une première solution, c'est de travailler pour moi ou de me vendre quelque chose que vous avez déjà produit. Et je vous paye en rajoutant des chiffres sur votre compte. La deuxième solution, c'est que je vous endette. Et là, je rajoute des chiffres sur votre compte et je vous dis que vous devez me les rendre. Et qu'en plus vous devez me rendre un intérêt sur ces petits chiffres que je viens de créer pour vous, à coup nul, sans production, sans travail et sans la moindre imposition. Alors pour les pièces et les billets, comment vous faites? Moi je les achète à la Banque Centrale. Avec quoi? Avec des titres de dette, comme celui que je viens de vous faire signer, ou que j'ai fait signer à des États, ou à des grosses sociétés. Mais vous, comment vous faites pour avoir des pièces et des billets? Eh bien, il faut me les acheter. Avec quoi? Avec la monnaie que je viens de créer sur votre compte. Elle est pas belle, la vie? Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, vous avez vu, c'est simple comme système. Il n'y a rien, on crée quelque chose qui émet des chiffres, qui émet de la monnaie qui va circuler entre les gens, et pour émettre cette monnaie-là, on aspire de la richesse, on aspire des titres de dette, on aspire des actions, on aspire du travail. C'est ça, c'est dans ce système-là que nous vivons. Alors voilà maintenant, en 2 mini-shows, et c'est le deuxième le plus important, surtout regardez bien jusqu'à la fin, voilà en 2 mini-shows successifs, premièrement la démonstration du fonctionnement de ce système, pour que vous compreniez bien vraiment que c'est comme ça que ça marche. Bon, après, il y a toutes les preuves, les banques centrales ont produit des tas de rapports, des tas d'explications là-dessus, donc si vous voulez, il y a toutes les preuves, toutes les sources pour tout ça. Mais, donc premier mini-show, la démonstration, et deuxième mini-show, les conséquences. Parce que c'est là où ça rigole plus, c'est là où on se rend compte qu'avec un système comme ça, inévitablement, les inégalités augmentent entre ceux qui produisent la monnaie sans rien faire et ceux qui doivent travailler pour en avoir. C'est assez logique dans le fond. Le pillage de la planète est obligatoire parce qu'il faut nourrir ce cancer permanent. Donc on est obligé de se battre les uns contre les autres. On est obligé de piller les ressources au maximum. Et donc le deuxième mini-show de cette série, le premier la démonstration, le deuxième les conséquences, va vous expliquer un petit peu les raisons qui font que nous vivons dans le monde que nous avons et que nous avons cette impression permanente de difficulté, d'impossibilité d'arriver à nos rêves, d'arriver à nos objectifs, de créer ce que nous voulons, parce qu'il faut travailler pour le prédateur qui est là au milieu de nous. Voilà. Alors je vous laisse regarder ces 2 mini-shows, surtout regardez bien le deuxième, ne partez pas avant la fin, et je reviens vous voir à la toute fin pour une petite conclusion. Bon visionnage, à tout de suite, à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Jani Limatainen. Démonstration. Ah, il est bon, hein.
Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau qui s'appelle Démonstration? Bon, parce que je l'ai trouvé sur YouTube et parce qu'aujourd'hui, ce soir, je vais vous faire une démonstration. Nous allons démontrer ensemble que toute la monnaie que nous utilisons, elle vient des banques. Pas seulement la monnaie bancaire, toute la monnaie. Tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire que la banque qui produit la monnaie possède 100% du pouvoir de l'émission monétaire. Bon, alors comment c'est possible d'imaginer ça? C'est très simple. La démonstration, elle est très simple. Il suffit de repartir à zéro. Voilà, vous imaginez tout simplement que il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de billets, il n'y a plus d'argent sur les comptes en banque, tout est vide. On démarre à zéro. Les comptes bancaires de tout le monde sont tous à zéro. Et il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces qui circulent. Bon. Comment on fait pour avoir des billets de banque? Les billets de banque, ils sont produits par la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle vend des billets de banque aux banques commerciales en échange de titres, en échange d'actions, de titres de dette, en échange d'obligations d'État. Bon, attention, suivez bien le raisonnement, parce que vous allez voir, il faut me suivre. Hein. Alors, les pièces et les billets, elles sont fabriquées par la Banque centrale et elles sont vendues aux banques commerciales. Et les banques commerciales, qu'est-ce qu'elles font de leurs billets? Elles les mettent dans des distributeurs. Bon, et nous, qui sommes les agents non bancaires, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des banques. C'est ça qui nous définit. Nous, c'est les particuliers, les entreprises, les collectivités locales, les administrations et les États. Voilà, c'est tout le reste du monde. Donc, comment faisons-nous, nous, pour avoir des pièces et des billets aux distributeurs? Il faut d'abord avoir de l'argent sur notre compte bancaire. Et là, si on est à zéro, s'il n'y a pas d'argent sur les comptes, comment on fait pour avoir de l'argent sur nos comptes? Il faut que quelqu'un fasse la première banque et il faut que quelqu'un vienne ouvrir le premier compte en banque qui sera initialisé évidemment à zéro. Alors comment est-il possible que le premier client qui vient dans la première banque et qui se fait ouvrir son compte à zéro, comment peut-il faire pour avoir de la monnaie sur son compte en banque? Il ne peut pas avoir des billets, puisque pour avoir des billets au distributeur, il faut déjà avoir de l'argent sur son compte en banque. Alors, le seul moyen, c'est d'aller voir la banque commerciale et de lui dire, voilà, il y a deux solutions. Soit j'ai quelque chose à vous vendre, est-ce que ça vous intéresse de l'acheter? Et la banque commerciale, elle a quelque chose dont elle a besoin. Elle a besoin des titres, elle a besoin d'actions, elle a besoin d'obligations d'État, parce que c'est avec ça qu'elle va acheter des billets de banque à la Banque centrale. Bon, donc, elle va vous dire, ah, vous avez une grosse entreprise, très bien, je vous achète des actions de votre entreprise. Ah, c'est parfait ça, mais alors comment je vous les paye? Dit le banquier. Vous lui dites, vous avez qu'à m'augmenter de me mettre des chiffres sur mon compte en banque. Et voilà, le premier compte est approvisionné. Si c'est l'État, c'est un petit peu différent, mais le principe est exactement le même. Quand une banque achète des obligations d'État, il y a de la monnaie qui finit par se retrouver dans les comptes bancaires des agents non bancaires. Bon, donc ça veut dire que la première solution, c'est soit vous vendez vos actions à une banque et elle vous gonfle votre compte bancaire en échange, soit vous travaillez pour la banque. Vous faites le ménage, tiens, dans les bureaux du directeur. Et le banquier vous dit, très bien, vous avez très bien travaillé, vous avez travaillé là pendant 3 semaines, 1 mois, je vous mets 1 000 € sur votre compte bancaire pour vous payer. D'où ils sortent ces 1 000 €? De nulle part. C'est de la création ex nihilo. Les banques, je vous le rappelle, payent toutes leurs dépenses par création monétaire. Donc, ça c'est le premier moyen. Pour que les agents non bancaires aient de la monnaie sur leur compte. Le deuxième moyen, c'est tout simplement que l'agent non bancaire, le client, dise écoutez, je m'engage à vous payer pendant 10 ans, mais donnez-moi de l'argent tout de suite. Et là, le banquier dit génial, combien il vous faut? 10 000 €, je vous tape 10 000 € de plus sur votre compte bancaire et vous me rendrez sur 10-20 ans 20 000 € avec les agios et les intérêts. Vous vous débrouillerez pour trouver ce qui manque. Il faudra que je le crée pour quelqu'un d'autre. Et vous irez travailler pour cette personne-là, pour me rembourser moi, et ainsi de suite. Je lance, en tant que banquier, la pyramide, la boule de neige. Bon.
Donc, pour en revenir au raisonnement, comment faisons-nous, nous, pour avoir de la monnaie bancaire? Eh bien, nous sommes obligés soit de travailler pour le secteur bancaire, soit de vendre des titres au secteur bancaire, soit de faire des emprunts au secteur bancaire. Et là, il y a de la monnaie sur les comptes. Et comment faisons-nous pour avoir de la monnaie, des pièces ou des billets, pour avoir des espèces? Eh bien, une fois que la banque secondaire, la banque commerciale, a acquis des titres, a aspiré de la valeur dans les agents non bancaires, à ce moment-là, elle peut aller acheter des billets de banque à la Banque centrale en lui donnant notre richesse. La Banque centrale donne des billets aux banques secondaires, aux banques commerciales, qui les mettent dans les distributeurs, et à ce moment-là, nous, les agents non bancaires, nous pouvons aller acheter des billets de banque avec la monnaie bancaire que nous avons gagnée par notre travail pour le secteur bancaire ou en vendant des titres au secteur bancaire. Voilà comment ça marche. Donc, comme 100% de la monnaie, pièces et billets est fabriquée par la Banque centrale et que 100% de ces billets est vendu aux agents non bancaires contre de la monnaie bancaire, évidemment, toute la monnaie que nous utilisons vient de la monnaie bancaire, vient de la monnaie que nous avons soit empruntée, soit obtenue contre notre travail. Toute la monnaie, 100% de la monnaie. Bon, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé, mais j'espère que vous avez compris. Parce que ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai dit moi-même pendant longtemps, c'est pas 90-95% de monnaie bancaire et 10-15% de monnaie fiduciaire. Monnaie scripturale, 90%, monnaie fiduciaire, 10-15%. Non! Oui, effectivement, les proportions sont exactes. Mais comme pour avoir de la monnaie fiduciaire, des pièces et des billets, il faut d'abord avoir de la monnaie scripturale, de la monnaie bancaire, ça veut dire qu'il faut d'abord que nous ayons 100% de nos moyens d'échange, de nos unités de compte, qui soient obtenues auprès du secteur bancaire, soit par notre travail, soit en leur vendant des titres, soit en leur vendant quelque chose. N'importe quoi, on obtient des chiffres à la place, soit en faisant des emprunts. Et donc forcément, la partie de la société qui dispose de ce privilège de créer 100% des unités de compte qui vont être distribuées, qui vont circuler dans tout le reste du monde, État y compris, évidemment ce secteur-là possède un pouvoir, possède 100% du pouvoir. 100% du pouvoir. Et nous allons voir dans la deuxième vidéo de ce mini-show en 2 parties, nous allons voir quelles sont les conséquences de ça. À tout de suite. Voilà, c'est reparti pour la deuxième partie de ce mini-show en 2 parties, avec les conséquences de ce système de création monétaire à 100% par le secteur bancaire. Alors, la première conséquence de ça, vous avez remarqué que s'il y a 0 centime, 0 pièce, 0 billet et 0 sur tous les comptes en banque de tout le monde, il faut obligatoirement, pour que le système puisse démarrer, qu'une banque, quelque part, achète quelque chose au secteur non bancaire. Forcément, pour qu'il y ait des unités de compte sur le premier compte en banque, il faut qu'une banque, quelque part, aspire de la réalité, aspire de la richesse réelle et donne en échange des chiffres. Des chiffres, je vous le rappelle, qui sont émis sans travail, sans production et à coût nul. Alors, la première conséquence de ça, c'est que tous les chiffres qui sont émis font que la valeur de chaque unité monétaire diminue sans arrêt. À chaque fois qu'il y a une émission d'unités supplémentaires, évidemment, la valeur unitaire de chaque unité diminue en proportion. Donc évidemment, dans un système comme ça, vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté. Vous ne pouvez que perdre
que les chiffres, la monnaie que vous avez accumulée perd de sa valeur tous les jours au rythme de chaque augmentation de la masse monétaire qui circule dans l'économie. Et donc, obligatoirement, vous ne pouvez pas contrôler l'évolution de la masse monétaire au jour le jour, et donc vous ne pouvez pas savoir combien vous perdez chaque jour, et donc vous ne pouvez pas augmenter en proportion vos prix. C'est-à-dire que le premier prix le plus important, c'est le prix de votre travail, le prix de votre salaire. Et donc si vous vous apercevez que, tiens, c'est bizarre, votre salaire n'augmente pas, et pourtant les prix augmentent, et ben c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des gens quelque part qui augmentent la quantité de monnaie, et vous n'êtes pas au courant. Donc vous ne savez pas que votre salaire perd de la valeur, que vous perdez du pouvoir d'achat tous les jours à cause de la création monétaire. Donc ça, c'est une conséquence absolument mathématique. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de raison sociale à ça. C'est une conséquence purement mathématique. Quand on rajoute de l'eau dans du vin, il y a toujours autant de vin, mais le vin perd de sa valeur à chaque fois. Voilà, c'est de la dilution. Alors, la deuxième conséquence, qui est aussi une conséquence mathématique, c'est que le créateur, il a un pouvoir d'achat infini. Le créateur de monnaie, il peut acheter tout ce qui passe. Et il a un pouvoir de spéculation infini. Parce que si c'est vous qui créez la monnaie et que vous voulez, je sais pas moi, acheter un immeuble à Paris, il suffit de mettre un petit peu plus cher que le dernier enchérisseur et vous avez l'immeuble. Par contre, si vous avez un acheteur pour votre immeuble, je sais pas, vous achetez un immeuble qui vaut 1 million et vous avez un acheteur à 1 150 000, et il vous suffit tout simplement de spéculer, c'est-à-dire de créer 1 million pour acheter l'immeuble, de le revendre 1 150 000 et de garder la différence. C'est exactement ça la définition de la spéculation. C'est que vous avez la possibilité de miser plus que tout le monde à l'infini. C'est uniquement à cause de ça, grâce à ça, que le high frequency trading peut fonctionner. Parce que le high frequency trading, qui travaille sur des quantités colossales et des marges minuscules, n'est possible que quand on a la maîtrise totale de la création monétaire en flux dynamique. Et donc, c'est une spéculation en dynamique qui, je vous le signale, n'est pas enregistrée dans les statistiques de la création monétaire. Parce que c'est de la création monétaire qui est créée et annulée tout de suite après la spéculation, et donc on ne le voit pas dans les statistiques. C'est impossible à voir. Et ça, c'est un moyen de prédation, mais extraordinaire. Alors évidemment, il y a toutes les autres conséquences, je dirais, donc on pourrait dire les conséquences secondaires de cette émission de monnaie à coût nul, sans production et sans travail. La première conséquence, c'est que tout le reste de la société se dit « mais à quoi bon travailler ? Je vois des gens qui ne travaillent pas et qui s'enrichissent. Donc forcément, les comportements se modifient. Vous pensez bien que le surdoué qui a une super idée, qui comprend tout de suite qu'il va se faire avoir en faisant son entreprise, que dès qu'il va gagner de l'argent, son argent va perdre de la valeur et que son entreprise va être rachetée par des gens qui ont la capacité de crédit absolue et qui peuvent lui racheter à n'importe quel prix son entreprise, évidemment qu'il va préférer rester dans son coin et faire de... Bon, vous me direz, c'est peut-être pas plus mal d'aller cultiver son jardin, mais c'est une perte colossale de recherche, d'innovation et de créativité. C'est absolument épouvantable, en particulier pour les générations les plus jeunes. Alors, évidemment, quand on vit dans une société où on voit des gens qui ne travaillent pas et qui continuent à s'enrichir, comment voulez-vous qu'on ait des repères? Comment voulez-vous qu'on ait des valeurs? Comment voulez-vous que nos jeunes gens ne soient pas révoltés? Comment voulez-vous que dans les secteurs de l'économie et de la géographie où ça souffre le plus, où les jeunes voient l'inégalité augmenter et que rien n'est fait, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des sentiments de révolte et de colère? C'est impossible, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout étonnant. Alors évidemment, quand cette création de monnaie là, continue, comment voulez-vous que fassent les entrepreneurs normaux qui comptent sur leur capacité de travail et leur capacité d'inventivité pour gagner de l'argent? C'est même pas la peine de s'attaquer à des monstres pareils. Ça crée une distorsion permanente et énorme de compétition, de concurrence. Ça ne peut pas marcher. Bon, évidemment, plus les créateurs de monnaie s'enrichissent,
plus ils touchent les intérêts sur la monnaie qu'ils ont émise par la dette, plus le reste de la population, les États, je vous le rappelle, les collectivités locales, les administrations, les particuliers, les ménages, tout le reste de la population s'appauvrit. Les États s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent les intérêts. C'est eux qui font payer les intérêts aux contribuables, c'est-à-dire à toute la population, et les intérêts remontent au secteur bancaire. Donc comment voulez-vous que ça fasse une société où on puisse parler de liberté, d'égalité et de fraternité? C'est absolument impossible. Les inégalités ne font qu'augmenter, que croître. C'est mathématique, c'est mécanique, c'est fait pour ça. Alors évidemment, quand on parle de système, c'est impossible de rembourser des intérêts exponentiels sur une dette qui n'est jamais remboursée. Et là, on arrive face au dilemme de nos amis grecs, qui sont en train, certes, de se battre contre des créanciers. Mais les créanciers, ce sont des gens qui ont fait des économies et qui se sont protégés de ce système-là en disant « Ah, moi, je voudrais bien avoir un petit 2-3% parce que quand j'aurai 70 ans, j'ai pas envie d'être obligé de continuer à bosser pour gagner de l'argent. » Donc, les créanciers, ce sont des épargnants, des retraités peut-être, qui veulent leur argent. Mais au départ, cet argent-là, il a été émis sans production, sans travail et à coût nul. Et il a permis d'acquérir des richesses, de spéculer, d'avoir du pouvoir d'achat. Donc comment voulez-vous qu'on résolve le problème du rapport entre les débiteurs qui ont été obligés d'emprunter et les créanciers qui ont été obligés de faire des économies pour se protéger de ce système-là? Comment voulez-vous qu'on résolve ce problème-là si on ne comprend pas en amont qu'il y a un problème de création monétaire qui est totalement... Écoutez, je ne sais pas, mais vous créez de la monnaie sans travail, sans production et à coût nul et vous achetez des choses. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment de la dette illégitime. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, évidemment, au niveau du pouvoir et de la démocratie, quand vous pouvez tout acheter, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, quiconque possède 100% de la création monétaire possède 100% du pouvoir de créer le futur, de financer qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. C'est le souverain. 100% de la monnaie, c'est 100% du pouvoir. C'est ce problème-là que nous devons absolument comprendre et absolument résoudre en amont de quoi que ce soit. Tant que nous n'aurons pas compris et résolu ce problème-là, rien ne sera possible. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Si vous voulez me faire venir pour des conférences, je viens de manière tout à fait bénévole pour expliquer vraiment en détail tous ces mécanismes-là, pour vous montrer les preuves, pour vous montrer les documents. Je peux aussi vous faire ensemble avec vous des ateliers pour voir comment ce système-là fonctionne et comment on peut, de manière démocratique, de manière aisée, mettre en place d'autres systèmes, des systèmes mutuels, des systèmes gratuits, des systèmes qui nous permettent de tenir nos comptabilités mutuelles sans avoir besoin de se soumettre à une telle domination, et donc de reprendre de l'autonomie, de reprendre de la démocratie individuelle, de reprendre de la richesse aussi, et de l'innovation et de la créativité. Voilà, cette vie que nous voudrions vivre, cette vie que nous rêvons d'avoir, cette vie autonome, libre, fraternelle, nous pouvons l'avoir. Il suffit de comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là, comment fonctionne la prédation qui nous domine et qui nous pompe, et donc, à partir de là, adopter des systèmes différents. Voilà, je suis à votre service pour vous servir éventuellement de tuteur et pour que nous fassions ensemble de la formation, parce que là, comme je le dis à la fin de mes conférences, ça sera peut-être un jour le moment d'appliquer la parole du Christ. Aimons-nous les uns les autres. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on en soit là.
pour l'instant, le plus important, c'est de prendre conscience de ce qui se passe vraiment et de la manière dont nous pouvons, si nous le voulons, en sortir ensemble et individuellement. Voilà, je vous remercie. Le mot de la fin que je voudrais, avec lequel je voudrais que vous partiez aujourd'hui, c'est réveillons-nous. 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 À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.